Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, bienvenue à vous, amis du web. Merci de nous accompagner une nouvelle fois. J'espère que vous avez passé une belle semaine. C'est passé très vite en tout cas. Nous sommes très contents, comme d'habitude, de vous retrouver pour décortiquer l'actualité de la semaine. Alors, l'actualité cette semaine, c'est une question. Issa Darbrab menace-t-il les intérêts du régime ? La guerre entre le plus grand privé pourvoyeur de richesse et le pouvoir en pleine crise ouvre-t-elle le plus grand front dans la bataille de la succession, ou la bataille à la succession, manœuvres et opérations politiques, guerre médiatique, tous les symptômes d'une fin de règne ? Je pose la question. Et d'autres, c'est le débat que nous vous proposons ce matin, auquel vous pouvez participer, vous avez l'habitude de le faire, et nous sommes contents d'échanger avec vous. Vous pouvez également nous donner votre point de vue sur la question et continuer à le faire sur radio-m.net. Voilà, autour de la table, il y a Saïd Jafar qui nous revient. Nos amis auditeurs ne sont pas contents quand tu nous boudes et que tu t'en vas. Il est là aujourd'hui, il vous retrouve pour décortiquer avec nous l'actualité, directeur éditorial de l'Huffington Post. Bonjour Saïd. Il y a aussi Nordine Azouz, directeur de la rédaction du journal Reporter. Bonjour Nordine. Bonjour. Il y a également votre chroniqueur préféré. Qui n'est pas directeur, contrairement à... Ouais, qui est chroniqueur, auteur, écrivain. Voilà. Acteur et chauffagiste. Choukri Amari pour nous accompagner, pour notre plus grand bien. Il y a aussi le Kader Hassan, directeur d'Interface Média, qui édite aussi Maghreb Émergent. Bonjour. Et puis, il est aussi auteur, il a écrit des livres, il est aussi chroniqueur, journaliste indépendant. Abed Sharif, bonjour. Bonjour. Voilà, messieurs, nous avons fait le tour de la table. Abdou Sammar Tu ne l'as pas invité cette fois. Non, mais on tourne. Tu le veux pour la semaine prochaine. Non, j'ai posé la question. Abdou Sammar sera le bienvenu la semaine prochaine pour nous donner son avis sur l'actualité, bien évidemment. C'est ce qui vous a marqué, c'est ce qui t'a marqué cette semaine ? Le passage de Abdou Sammar sur Radio J'ai vu M. un tweet où Nahar a salué l'intervention d'Abdou Sammar CPP. Donc voilà, je trouve ça croustillant. Je ne sais pas comment il va dire Nahar ça. TV. Donc. Bon. Nahar a le don de dissuader les gens de traiter de beaucoup de sujets. Parce qu'il les pollue, et donc voilà. Mais c'est un des problèmes de la presse actuellement. C'est ce qui te marque cette semaine aussi ? Ou est-ce qu'il y a une autre actualité sur laquelle tu voudrais revenir rapidement ? Ah, moi non. On est en plein dedans, ça y est, on fait le tour de table. J'étais un peu dehors, mais je peux dire qu'il y a un moment de grâce en lisant de nos frères blessés, de Joseph Andras. Un très bon livre, et j'invite beaucoup tous ceux qui aiment la littérature à le lire. Ça se vend ici, c'est pas très cher. Joseph Andras, qui pour l'anecdote vient de refuser le concours du premier roman. C'est ce qui lui a valu. Choukri Amari a envie de dire contrairement à Kamal Daoud. Ce qui lui a valu. Ce qui lui a valu. C'est lui qui l'a dit. Ce qui lui a valu un poste assez violent et injuste de la part d'Assouline sur on a l'habitude, la République des c'est pas une surprise. Et c'est dommage. C'est dommage. Ouais. Voilà. Alors, autre chose, Nordine ? Non, pas spécialement. Choukri. Andras. Oui. Qu'il faut lire et qui est publié en Algérie, c'est Barzakh. Choukri. Oui. Non. Le fait de la semaine prochaine. Le fait de la semaine, là, je suis mal rêvé. Non, le fait de la semaine, c'est la violence, voilà, que je voulais en parler. C'est comme il y a l'élection, peut-être la violence. Je ne sais plus que ça. Il y a les Doberman, les barres de fer. Il y a un article qui ça va être violent. Et on a parlé la semaine dernière. C'est un peu triste de voir déjà à l'avance que l'élection va se faire sur la violence. Qui a amené Salim Tlemceni à dénoncer un comportement de barbouze. Oui, il faut le faire. Mais chaque élection, et donc voilà, on va recommencer. Ils sont... Les Doberman, les Moas, l'Aref,
C'est triste. Peut-être pas. Hein. Ça commence, Laissons-nous avancer un petit peu sereinement, tranquillement. On va voir comment les choses vont se présenter. Moi, je reste optimiste sur la suite. On va en parler. Hein. Ça fait partie de l'idée de la succession pendant cette émission. Hassan. Écoute, le fait de la semaine, moi, c'est pour dire qu'il y a pire. Hein. Moi, j'ai eu entre les mains la une de l'édition internationale du New York Times. Le 17 mai 1966, vieux monsieur de 73 ans s'est réveillé et a déclenché une tempête gigantesque. La révolution culturelle. Ça fait exactement 50 ans. Peu près en Chine, Mao en Chine, ça a fait à peu près 1 million de morts. On s'est rendu compte après que le début de sa sérénité, c'était de cette période-là, il était sénile. Et je me suis dit, en lisant les détails des parents de disparus, etc., de cette époque, près d'1 million de morts, hein, des purges contre tous ceux qui s'étaient laissés embourgeoiser ou attirés par les sirènes du capitalisme. Et puis je me suis dit, finalement, nous, au CPP, on est très très dur avec Bouteflika. Parce qu'on souffre du fait que le président ne bouge pas, qu'il n'agisse pas, etc. Mais on aurait pu avoir ce scénario d'un président qui veut faire des choses et qui aurait pu faire des purges, des choses comme ça. Donc des fois, je me contente quand même de notre sort. C'est magnifique, je suis pas la seule optimiste. Se contenter de ton sort. Ça a duré 10 ans. La révolution culturelle va sauver la matinée. Ça a duré 10 ans. Hein. Ça a duré 10 ans. C'est une folie furieuse. Il faut le savoir. Ouais. Ça. Et qui a eu je crois qu'on n'est pas prêt. Ni pour la révolution culturelle, ni pour la révolution tout court. L'événement de la semaine, c'est Ghannouchi et Nahda. Ghannouchi qui déclare qu'il n'y a plus besoin d'islamisme politique en Tunisie. On le savait. On savait qu'elle allait le déclarer. D'accord, tu le savais. Anna, je ne savais pas. C'est notre fille Madani qui nous l'a dit il y a quelques jours. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Je me contente juste de dire que c'est dans la pensée politique, dans les pays arabes et musulmans, c'est un fait majeur qui va marquer l'histoire. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est pas de l'entrisme politique. Il fallait que j'y mette. C'est pas de l'entrisme politique. Non. Bon. Eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler les prochaines émissions. Le tour de table étant fait, cette semaine, la bataille entre Brab et le pouvoir a pris des proportions assez importantes, j'allais dire inquiétantes, au point de se demander aujourd'hui qui c'est qui va s'en sortir indemne, sur le rachat d'Arbrab d'Al-Khabar et la démarche du ministre Green devant la justice pour le faire annuler, sur les blocages auxquels il a fait encore référence cette semaine, notamment dans une interview Kindle Le Monde à propos de ses investissements, sur le forum algéro-britannique qui va se tenir là, dimanche prochain, et auquel Brab a dit qu'il allait participer, malgré tout, malgré... d'exclusion de Bushweb. Voilà, c'est l'organisation, c'est l'entreprise qui organise l'événement et qui a donné cette information et qui est de taille. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce qu'on est allé aussi loin ? Pourquoi est-ce qu'on va aussi loin dans cette bataille entre le pouvoir et Brab ? Qu'est-ce que ça cache ? Des choses que l'on dit peut-être pas assez ou pas du tout. Alors, peut-être une précision. Est-ce que c'est une bataille entre Brab et le pouvoir ? Je ne crois pas. Brab n'a pas le profil pour se lancer dans une bataille contre le pouvoir. Je pense que Brab a été enrôlé dans une bataille et ensuite il se laisse aller ou là, il ne maîtrise pas, il ne donne pas l'impression de tout maîtriser. Monsieur Rabrab est venu ici, on lui a posé une question un jour, il a dit, écoutez, nous on fait de l'argent et notre vocation c'est d'être dans le sillon du gouvernement. Ici, Radio M. Radio M. Il n'a pas vocation à affronter le pouvoir. Et donc là, il est comme ce Jourdain, il fait de la politique sans le savoir. Il est dans des batailles dont il ne peut sortir que perdant. Il ne peut pas gagner dans cette bataille. Même s'il gagne, même s'il a l'impression de gagner, c'est lui qui va perdre. Et donc, ce qu'il faudrait plutôt, c'est d'essayer de savoir quelle est cette bataille qui est engagée et quels en sont les vrais partenaires.
Je pense que c'est plutôt de ce côté. Est-ce que c'est pas précipité d'aller directement à cette question en se demandant finalement si Rebrab aujourd'hui menace les intérêts du pouvoir avant de rentrer dans le détail et de se demander après si le gouvernement ferait preuve de mauvais goût d'empêcher Rebrab de venir assister à cette rencontre algéro-britannique. C'est vraiment dérisoire. Dont il est un des sponsors, d'ailleurs. C'est vraiment dérisoire, ridicule, stupide. Voilà. Il n'y a pas de qualificatif pour ça. Mais Par contre, sur ça dénote d'un grand bras de fer, en tout cas. Pour Rebrab, il faut quand même rappeler qu'il est à peu près dans la même posture que, par exemple, les gens du FLN quand il y a des grands conflits à l'intérieur du régime. Et ceux qui sont à l'intérieur du FLN, par exemple, ont des positionnements assez erratiques. Vous avez vu, il y a des gens qui sont dans le comité central du FLN aujourd'hui, qui étaient totalement avec Benflis, au moment de l'élection du deuxième. Et on leur a fait jouer cette partition, on leur a pardonné après. Donc c'est des chamailleries à l'intérieur du régime où les gens qui sont à la périphérie, quand ils ne sont pas informés, ont de la peine à se positionner. Et à mon avis, Rebrab est un peu dans la même situation que les gens du FLN, quand les clans au pouvoir ne s'entendent pas sur une ligne particulière et qu'on leur demande aussi de se positionner. Et donc, il est dans cette situation. Oui, choqué. Pour dire, la bataille n'est pas nouvelle, en fait. Ça fait longtemps que Rebrab, depuis qu'il est sorti du système, il a des problèmes. Donc, Cap Jinet, il avait soumissionné pour Bellara, le complexe idéologique. Au lieu de donner à un Algérien, ils ont donné aux Koweïtiens. Au Qatari, pardon. Bellara. Il avait soumissionné. Et ils ne l'ont pas donné. Donc, la guerre redémarre. Est-ce que ça a fait... Il rentre dans la guerre médiatique. Il a liberté depuis je ne sais pas combien d'années. Ce qui est nouveau, c'est que là, il troll dans un lectorat un peu plus important, c'est-à-dire le Khabar, et là, ça commence à ressembler à l'affaire Khalifa, qui a commencé à être éjecté au moment où il troll dans les médias. Dans les médias, donc télévision. L'idée de dire... Ils n'aiment pas ça. Donc, ce n'est pas que des chamailleries, en fait. Ne touche pas à la télé. Si se poser la question si Rebrab menace le pouvoir, pour dire les choses brutalement, Rebrab est une sous-section du pouvoir. Il a fonctionné avec le pouvoir pendant des années, il a grandi avec, il a eu un certain nombre disons, une proximité telle avec le pouvoir qu'il a pu faire des affaires. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pourquoi aujourd'hui, Rebrab se sent-il à l'étroit? On le sent, il est à l'étroit. C'est lui qui est à l'étroit parce que c'est le pouvoir. Avec ça, ça s'est conjugué avec une volonté de l'enrôler dans une bataille. On va parler. Je voudrais écouter. C'est la vraie question. Oui. Je voudrais... Attends, Choqué, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut poser des questions? C'est moi qui pose des questions. J'ai posé une question au service de qui? De quel candidat, en fait? C'est ça la question. Alors, vous allez un peu trop vite dans le développement de la question. Il me semble, Nordine, je voudrais t'entendre sur le premier... Alors, ceux qui demandent la parole ne parlent pas et ceux qui ne demandent pas parlent. Attends, je vais terminer sur toi. Juste une appréciation, mais ce que j'ai entendu déjà, moi je recouvre l'essentiel du débat. La thèse qui a circulé dans la presse, c'est que Rebrab serait le grain de sable dans le rouage du système et qu'il serait en position de leur créer des problèmes dans le fonctionnement actuel. Moi, je ne crois pas du tout à cette thèse, du tout. Choqué vient de signaler un élément très important qui a été oublié, malheureusement la presse est oublieuse, c'est que Rebrab est propriétaire d'un journal quand même qui est très important depuis une vingtaine d'années ou plus. Voilà, donc s'il avait velléité ou ambition de pouvoir embêter le pouvoir ou de s'inscrire dans des logiques d'opposition au pouvoir, ça, on l'aurait su depuis très 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 longtemps. Et donc l'autre thèse, c'est qu'il y a du sens politique dans ce qui se passe dans ce bras de fer entre Rebrab et le pouvoir. Et en fait, c'est pas un bras de fer entre le Rebrab et le pouvoir. C'est le bras de fer entre Rebrab et Hamid Green, ministre de la Communication. Est-ce que Hamid Green a agi sous l'injonction de son patron, le Premier ministre, ou de quelqu'un d'autre de décidant
dans le système actuel, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je reste journaliste. Quand j'identifie les acteurs qui se manifestent depuis 15 jours ou une semaine, c'est Hamid Green qui fait valoir 2 articles dans une loi qui a été mal fagotée par un ministre qui détestait la presse, je parle de Msahel, et qui nous a mis dans la difficulté actuelle. Pourquoi ? Parce que la loi sur l'information est venue en aval, pas en amont de ce qui s'est passé. Il y a eu une multiplication de canaux, il fallait tout de suite suivre le mouvement, alors qu'il fallait une réflexion en amont pour pouvoir préparer l'ouverture qui était inéluctable. Je termine, dans le sens de l'histoire. Voilà. Donc, il convoque, le ministre de la Communication convoque 2 dispositions, l'article 25 et 17, lesquelles peuvent être, ça a été dit quelque part, peuvent être interprétés de 1001 façons. Pourquoi ? Parce que les textes d'application ou de complémentarité qui devaient être suivis ne l'ont pas été aujourd'hui. Donc je m'arrête. Par contre, j'insiste sur une idée. S'il y a sens politique, il y est dans le fait que il y a un groupe de journalistes qui, il y a 25 ans, au nom de l'aventure intellectuelle, au nom d'un certain romantisme, au nom de la liberté d'expression, en train de vendre leur journal aujourd'hui à une puissance d'argent. Voilà le sens lourd dans ce pays. C'est indécent, voilà, ça s'appelle la guerre médiatique. Non, il n'y a rien d'indécent. Attention, soyez, il n'y a rien d'indécent. J'ai jamais dit que c'était indécent. J'ai cru entendre indécent. Non, j'ai dit c'est indécent à donner à ce n'est ni, on va en reparler. Si tu permets, ni la discussion de Gascon entre le ministre de la Communication et Rabrab, qui s'exprime très mal depuis quelque temps puisqu'il a porté le conflit sur la presse française et c'est pas une très très bonne chose à mon avis. Non, tout de suite. Donc le sens lourd à mon avis, c'est que il y a des journalistes qui ont profité d'une ouverture qu'on n'a plus revue depuis, qui ont fait un journal au nom de l'aventure intellectuelle et de la contribution à la démocratisation du pays et qui aujourd'hui sont en train de vendre un outil très important et une puissance d'argent. Tu auras l'occasion d'aller un petit peu plus au fond des choses. Ehsan, je me retourne vers toi parce que je ne t'ai pas donné la parole. Et en même temps, c'est pour essayer d'expliquer les choses un petit peu plus clairement. Ces blocages, on vient de le dire, que Saad Rabrab a connu, il ne date pas d'hier. Effectivement, il les a détournés, il a fait avec, parfois il a abandonné des projets, mais il a évolué dans le discours, c'est plus pareil. Rabrab aujourd'hui dit au pouvoir, c'est un pouvoir qui doit partir s'il faut que les choses changent. Alors la question, c'est est-ce que cette histoire de guerre entre Rabrab et le pouvoir est en train d'ouvrir un front dans la guerre de succession ? Oui. Je pense qu'il y a une ligne de front plus ou moins invisible qui se négocie en fonction des situations. Il y a entre de manière globale les oligarques et les régimes autoritaires. Nous sommes dans le modèle russe. En ABC, en note ABC, en plus faible. Les oligarques, tant qu'ils ne dérangent pas le pouvoir, peuvent prospérer. L'autocrate, quand il sent que son pouvoir est menacé, il sévit. Eltsine, à la fin de sa période, était trop faible et les oligarques avaient pris une part de pouvoir trop importante. Quand Poutine est arrivé, il a mis de l'ordre et il a dit, il a mis Kholodovsky il a envoyé en Sibérie. Il a envoyé en Sibérie et les têtes, il a coupé des têtes et tout le monde s'est rangé et dit, l'autocrate, c'est lui qui décide. Vous faites des affaires, vous restez dans votre périmètre. C'est un peu ce modèle qui a été suggéré par Bouteflika en filigrane en arrivant. Et Bouteflika, parce que c'est un autocrate, parce qu'il ne peut pas se complaire de puissance qui lui échappe, etc., a bloquer la croissance de Rabrab. Et Rabrab n'a jamais fait, je suis complètement d'accord avec Abed, n'a jamais eu de velléité de jouer dans la scène politique. Rabrab n'a pas été capable d'être à la tête du FCE, pour vous dire. C'est un très piètre manœuvre politique. Il s'est rendu compte à la dernière minute que c'est Ali Haddad qui allait s'emparer du FCE. Et nous avons les informations, dans la dernière semaine, il a essayé de revenir pour essayer d'être candidat et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas payé ses cotisations. Bon, techniquement, il était éliminé. Donc, il n'a pas réellement voulu jouer un rôle politique. Il voulait prospérer, grandir, comme l'oligarque qu'il est dans le dispositif du capitalisme algérien. Aujourd'hui, cette frontière dont j'ai parlé au début de mon intervention est en train de bouger. Cette frontière est en train de bouger parce que nous sommes en train de repasser à un régime qui se dilue, qui est faible et qui ne peut plus tracer les lignes. Et à partir du moment où d'autres oligarques, comme Ali Haddad, jouent dans le politique, il n'y a aucune raison que Rabrab n'ait pas
accessoirement, à un moment donné, cette ambition. Surtout qu'il est plus tout seul aujourd'hui. Surtout qu'il est confiné et gêné. Mais il est plus tout seul aujourd'hui. On peut parler des médias en dehors des médias ou de Khabar qu'il voudrait, qu'il veut acquérir. Alors, ou qu'il a acquis. Je finis juste sur quand je dis Rbrab est peut-être prêt aujourd'hui à jouer dans le politique, ça ne veut pas dire qu'il va être un acteur central, ça ne veut pas dire qu'il va devenir candidat comme l'ont été certaines puissances d'argent là. Il va soutenir, il va faire le même rôle, il va soutenir des opposants à Bouteflika. Ou successeurs de Bouteflika, puisqu'en fait c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Tu crois en ce nouveau front, Abed? Qui réunirait Je pense que monsieur... Qui réunirait Rbrab, qui réunirait l'opposition, parce qu'on a vu des partis politiques se mettre aux côtés de Rbrab et défendre Rbrab, qui réunirait la presse, une partie de la presse, on a vu la presse aussi prendre position. Je suis sur à la confusion. Voilà, je suis sur un autre terrain. Moi, je pense que M. Rbrab a grandi à l'ombre et grâce au pouvoir. Et puis, il a pris une dimension qui fait que il ne peut plus poursuivre à l'ancienne. Si vous voulez, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il pouvait voir un ministre pour avoir un terrain, il pouvait voir l'autre ministre pour ne pas payer d'impôts. Le copain... C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Aujourd'hui, c'est exactement... Bon, vas-y. Dans l'affaire de Steve Brandt. C'est quelqu'un, il a les terrains à la cimenterie de Khroub. C'est récent, ça, c'est il y a 1 an. Bon, et il faudra dire ce que c'est. Comment on obtient combien 150 hectares, je ne sais pas, les chiffres. Je ne me rappelle même plus les chiffres. Donc, il a pris une dimension qui fait qu'il ne peut plus gérer à l'ancienne. Donc, on sait que dans ces entreprises, il y a eu des managers modernes qui fonctionnent. Mais on ne peut pas se débarrasser de son passé comme ça. Il y a des cadavres dans les placards, il faut régler ses comptes. On vient de lui sortir M. Bled Abdeslam qui lui rappelle 140 milliards d'impôts non payés il y a 20 ans. 140 milliards, c'est de l'argent. Hein. C'est 10 fois plus aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se démarquer de son passé d'un coup de baguette magique. Et M. Rbrab est dans cette transition et on sent qu'il est sollicité, il est embarqué, il est enrôlé dans des batailles. Lui, il a des batailles économiques. Il veut faire de l'argent, point barre. On aime, on n'aime pas, c'est pas important. Et pour y arriver. C'est ça, ces batailles. Il se trouve que ces batailles, aujourd'hui, ne peuvent pas continuer à fonctionner sans être liés au pouvoir. Parce qu'il y a d'autres gens qui poussent. Il y a d'autres gens qui poussent. Il y a les gens du FCE qui aimeraient bien... Quand tu dis le pouvoir en place, et pour que ce soit clair, tu penses à... Il faut quand même faire une corrélation entre ce qui s'est passé à l'intérieur du régime, l'effacement de Toufir, le Liban, et les difficultés de Rbrab. C'est-à-dire la partie du pouvoir à laquelle Rbrab était en général associé a perdu du poids à l'intérieur du régime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autre partie lui fait des entraves et l'autre partie aussi le pousse. C'est-à-dire avoir le journal Al-Khabar et la télé d'Al-Khabar, ça va être un instrument dans les batailles à venir. Voilà. Et la bataille. Donc c'est totalement à l'intérieur du régime. Ce n'est pas le brave capitaine d'industrie qui serait entravé par... Non, ça se passe à l'intérieur. C'est des histoires de régime intime, qui se passent à l'intérieur. Et Rbrab en fait partie. Il n'est pas extérieur. Choukri. Oui, on parle beaucoup de Rbrab. En fait... comme on dit, en fait, Wajef Tariq, parce qu'il faut bien comprendre la logique du système. Il y a des élections qui arrivent, donc 2017, 2019. Surtout 2019, oui. Et donc, la stratégie, c'est toujours la même. Il faut faire place nette. Jib les bulldozers, tu aplatis tout. Jib les candidats, ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils contrôlent les télés. Il y a quelques journaux, le Khabar, et je pense que le suivant, ça va être le Watan, qui sont un peu dans l'opposition. En fait, la cible, c'est pas Rbrab. Dans ce cas-là, c'est le Khabar. Green l'a dit bien avant, je vais éliminer le Khabar ou le Watan. C'était clair. D'ailleurs, je rappelle que le Khabar ou le Watan sont associés à l'imprimerie, à la diffusion. Donc, s'ils touchent le Khabar, ils ont touché le Watan. En fait, l'ennemi dans cette bataille, c'est pas Rbrab. Wajef Tariq parce qu'il a voulu racheter le Khabar. L'ennemi, c'est le Khabar. Green l'a dit. Je vais éliminer le Khabar ou le Watan, les deux seuls journaux qui sont un peu dans l'opposition.
place nette pour les élections. On ne veut pas de Là, ils vont pas contestation. éliminer. On va placer nos candidats. D'accord. Bouteflika, depuis qu'il est arrivé, s'est accommodé de l'Khabar et de l'Ouatan. Il ne faut pas quand même... Ils s'en est accommodés. Il en a même besoin. Bien sûr, le Khabar et l'Ouatan jouaient le rôle, mais ils s'en est accommodés. Il n'y a pas de raison pour qu'aujourd'hui... Non, aujourd'hui, c'est même plus Bouteflika. C'est-à-dire, l'enjeu n'est pas... قالها قرين الوطن والخبر هذوما. Oui, mais Guérin est un mauvais serviteur du clan. Je le pense. Est-ce qu'il agit tout seul? Il multiplie les dégâts. C'est un accumulateur de dégâts. Mais sur le fond, moi j'ai envie de dire que on essaye de nous montrer un terrain de lutte qui est totalement périmé. Pour moi, Bouteflika n'existe plus. Les choses se jouent dans une... Abdelaziz Bouteflika n'existe plus. Les choses se jouent dans une autre optique entre d'autres partenaires qui n'arrivent pas encore à émerger ou là, qui ne veulent pas encore se montrer publiquement. Je pense plutôt qu'ils n'arrivent pas à émerger parce que aucun groupe n'arrive à imposer sa volonté. Le système Bouteflika n'existe plus. Bouteflika n'existe pas, mais le système encore, et on voit bien la difficulté pour voir un petit peu plus clair. Vous ne croyez pas à ce nouveau front qui se met en place en prévision de la succession, un nouveau front où l'on retrouverait un patron d'entreprise, des médias, des médias, une opposition. C'est le front de 2004, c'est le front de 2014 qui se remet en place. On veut nous amener à ces fronts. Avec Rabrab comme acteur nouveau, ça va faire du piment, ça va être plus intéressant. Rabrab, on va penser que c'est intéressant. C'est assez déconcertant d'entendre ça, alors qu'on a beaucoup d'éléments entre les mains qui nous permettent de nous interroger sur l'avenir. L'ennemi dans le cas, c'est le Khabar. Moi, je suis d'accord avec Ils ont trouvé une astuce, tu n'as pas le droit de voter. Je vais vous dire. Le Khabar n'est pas forcément l'ennemi. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez un clan, vous avez le clan des Bouteflika, qui constate que M. Barab, qui est dans le clan de Toufir, nommons comme ça, prend la main sur un groupe de presse. Il faut quand même rappeler une chose. Les gens d'Al-Khabar n'ont pas vendu 30% ou 20% pour avoir de l'argent et tenir le coup. Ils ont vendu plus de 95%. Il est maître à bord. Barab a acheté totalement aussi bien les journalistes que les biens, que les actifs. Et pour eux, du point de vue de ce clan-là, ils viennent de se doter d'une grosse arme et ils réagissent en utilisant les instruments qu'ils peuvent, qui sont entre les mains. Green, les articles de presse, etc. Ça, c'est une bataille clanique, totalement. Oui. Alors, moi, je pense qu'Ab ne nous aide pas beaucoup en disant qu'il veut nous faire croire que c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une configuration où il y avait un rapport de force héritier de l'élection de Bouteflika qui avait été amené par les militaires et qui a grignoté sur leurs prérogatives dans une sorte de chantage de la terreur. Je vous tiens par la barbichette, vous me tenez par la barbichette, etc. Ce rapport de force, on a vu comment il a évolué de manière surprenante après Tigin Tourin, complètement en faveur de Bouteflika, notamment dans son face-à-face avec Toufir. Et aujourd'hui, il y avait une manière de gérer ces équilibres-là dans cette période-là. Par exemple, tolérer ce que vient de dire Saïd, s'accommoder des journaux qui ne sont pas tout à fait dans la ligne et qui sont supposés subir d'autres influences, mais aussi l'influence de leurs lecteurs. Moi, je me distingue un petit peu du point de vue de Saïd de ce point de vue-là. Je considère que le Khabar a une part, tout comme l'Ouatan, a une part d'indépendance. Il n'est pas dans le clan de X ou de Y, il a une part d'indépendance que font ces journalistes. Il y a un chroniqueur fameux avec nous aujourd'hui ici pour nous le rappeler. Bien. Oui. Donc, le fameux. Oui, voilà. Donc il y a un vrai enjeu. On est tous d'accord, c'est suspect. Non, il y a un enjeu. La manière de gérer ce rapport de force a changé quand Toufir est tombé. Le clan présidentiel s'est dilué parce que Bouteflika est malade. Il ne réfléchit plus correctement et il pense pouvoir gagner de nouvelles positions. Donc il fait des choses qu'il n'aurait pas fait il y a 5 ans. Il fait des choses très maladroites. Il ramène en Algérie Chakib Khalil. Il essaie de
laver aux yeux de l'opinion. Ça y est, c'est Il fait. attaque une transaction comme ça qui n'aurait pas dû être cet enjeu-là. Donc il y a une manière d'agir, de défendre les intérêts du clan qui s'est énormément dégradée, à la fois parce que le clan s'est dilué, Bouteflika à la tête qui peut réfléchir politiquement, cesse de fonctionner. Le contre-pouvoir, entre guillemets, à l'intérieur du pouvoir, qu'aurait pu être pendant un certain temps tout faire, il n'est plus là. Et donc, ils font n'importe quoi. Et dans cette nouvelle organisation, un monsieur Hamid Green, ministre de la communication, peut venir proposer, dire, vous êtes gêné par la transaction, moi j'ai des instruments pour la stopper. Et personne ne lui dira, non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. On le laissera faire. Ça ne veut pas dire que c'est lui complètement, mais ça veut dire qu'on est dans une nouvelle organisation de la défense des intérêts du pouvoir qui est extrêmement mauvaise. En fait, il a même choisi un avocat non habilité. C'est dire que le niveau où il est. La thèse, on va revenir là-dessus parce qu'on a plus trop le temps. On va continuer à en parler en deuxième partie. Je voudrais quand même ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement avant d'aborder la question qu'Arsène vient de citer. On est dans une guerre médiatique et les prochains mois, on va assister sans doute à une guerre médiatique encore plus grande où les uns vont sans doute prendre position, où les uns vont être obligés de prendre position. Peut-être que non. Le paysage politique et médiatique dans ce pays nous a habitués à des batailles saisonnières sans lendemain. Il faut arrêter avec ça. Moi, sur le point que vient de relever Hassan, compétition entre groupes rivaux, oui. Scénario pour l'après Bouteflika, moi je demande à voir, je suis journaliste, je travaille sur des faits. Voilà. Qu'est-ce qui a créé cette compétition ? Il y a l'adversité politique et d'intérêt entre les deux groupes. Mais il y a aussi autre chose qu'on a oublié, c'est l'effet Nahar. Nahar a créé un climat et puis une conscience. Attendez. Une conscience et un média qui est capable de moduler et d'orienter de manière fantastique. Moi-même, j'arrive pas à trouver les termes, sinon je vais déraper, à orienter l'opinion. Du coup, le groupe qui est en compétition avec celui qui est aux affaires aujourd'hui te dit, tiens, pourquoi pas nous ? Il y a des journalistes, et je reviens à l'échec de 90, c'est une idée sur laquelle on devrait débattre, il y a quelqu'un qui est capable de mettre de l'argent pour pouvoir racheter une affaire très intéressante, voilà, et pouvoir... voilà, Abed Sharaf, exactement. Abed Sharaf apparaît d'enrôlement, je trouve que le terme est trop fort. Moi, je parlerai d'implication. Regardez qui s'est exprimé sur cette affaire depuis une semaine, de manière systématique et franche. Ce sont les personnalités, les groupes et les orientations économiques qui ont été proches de Rabrab depuis très longtemps. Je ne vais pas citer le RCD, je ne vais pas citer Saïd Saadi. Je voudrais quand même te signaler que Louisa Handoun, Soudia Rabrab, il considère que c'est une entreprise de totalitarisme et qu'en fin de compte, Haddad est un oligarque et Rabrab le serait, ou bien il serait le bon oligarque. Il y a quelque chose qui cloche. On est dans la confusion. On passe le tour parce que c'est fini. Un point, parce que c'est très important. J'ajouterai au développement que vient de faire Hassan à propos de l'oligarchie, c'est vrai que nous sommes sur un système approchant du modèle russe. Et c'est pas moi qui dis, il y a un brillant économiste qui s'appelle Boualem Aléo Atekersen-Koné, a fait un papier chez nous très brillant. L'oligarchie existe aussi dans les groupes de presse actuellement. Faut pas là. Et je me sens visé. Non, voilà, je parle des puissants. Voilà, et il est normal qu'il y ait un système comme ça, un mouvement de convergence entre ces voilà. Non, sérieusement, sur cette question justement. Non, je ne peux plus rien dire parce que moi je parle, il y a des gens qui détruisent mon argumentaire. Et on laisse les trucs. Donc je ne peux rien dire. Sur cette question, arrête de prendre les choses au premier degré. Sur cette question de guerre médiatique, tu as dit non, on est en plein dedans. On est en plein dedans, cette guerre médiatique, c'est bon. On conclut là. Oui, non, on ne conclut pas, on va reprendre dans un petit instant. Je peux dire une chose. Évidemment, on est toujours du côté du Mahgour, dans le cas présentiel Khabal. Mais en tant que journaliste, je pense qu'il faut revoir la loi sur l'information et que les journaux appartiennent à des journalistes. Il ne faudrait pas que les journaux soient vendus à n'importe qui, c'est-à-dire des puissances d'argent industrielles. Il ne faut pas oublier. C'est la coupure. Parce que ça fausse tout. Parce qu'Abed ne veut pas parler. Moi, je voulais poser une question à notre community manager. Melisa, est-ce que tu as tweeté la sortie d'Abed Sharaf Rabrab est une sous-section du pouvoir. Voilà, on est content. C'est la phrase de la première section.
Il aurait fallu laisser passer ça. Tu es en train de l'enfoncer, le pauvre. Quand des gens répondent à quelqu'un, on lui donne la parole. Il y a dans 5 minutes Moraya pour détruire mon argumentaire. Non, ça se passe pas. Bon. Je dis plus rien. Ça se passe pas comme ça. Mais l'émission n'est pas finie, Abel. L'émission n'est pas finie. Non, bon, non, une petite il fallait pause. quand il a une petite pause. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Merci de rester patient et de nous accompagner jusqu'au bout. C'est reparti. On reste à peu près dans le même thème. On va parler de corruption cette semaine. Il y a eu encore ces affaires de corruption, les scandales. Panama Papers, on en a parlé. Bouchoual, on en a parlé. Khalil, on en a parlé. On continue, on en parlait. Son épouse. Il y a SNC-Lavalin depuis peu. Il y a le ministère des Ressources en eau. Il y a Sonatrach. Est-ce que toutes ces affaires... L'hôtel Horaci. Secteur du tourisme. Oui, le tourisme. Est-ce que toutes ces affaires sont en train de faire bouger les choses et vont changer la donne dans cette course à la succession? On en parle encore. Hassan. Oui, on peut se poser la question. Enfin, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un moment où le DRS avait la main, entre 2010 et 2013, où il y avait l'enquête Khalil qui avançait, et il avait mis en grande difficulté le duo des Bouteflika parce que c'était leur meilleur ami et leur meilleur appui dans le gouvernement qui était ciblé et qui était impliqué. Tigane Touré a affaibli le DRS parce que le DRS n'a pas vu venir le coup. Il a été incompétent sur cette affaire-là, complètement. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si l'accumulation de ces révélations sur, à nouveau, le giron du camp présidentiel, Khalil, mais pas seulement, oui. Ne va pas faire perdre la main de l'initiative à Saïd Bouteflika, qui, Saïd Bouteflika, en ce moment, organise la ligne de défense. Saïd Bouteflika organise la ligne de défense avec Khalil. Khalil ne peut pas s'ouvrir les portes du ministère des Affaires religieuses, des wilayas, etc., circuler dans le pays comme il le fait. Des universités maintenant. Des universités. Bientôt, oui. Ça a été annoncé par la Zaouia, par le responsable de la Zaouia. Al-Nahar, les plateaux de télévision, etc., sans être appuyés par Saïd Bouteflika. Ça, c'est une évidence. Il ne faut pas tromper nos amis auditeurs. Tout le monde ne le sait pas nécessairement. Ça ne s'écrit pas partout. Je ne l'ai pas lu sur Reporter, par exemple. Donc, c'est Saïd Bouteflika qui est derrière. Et donc aujourd'hui, ça peut fragiliser le clan présidentiel que d'avoir à se défendre. Et donc, ça peut dans la négociation de l'après-Bouteflika, ça peut jouer contre eux. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça fragilise tout le système, parce que jusqu'à présent, la faiblesse du régime était d'une dépendance des variations du cours du pétrole, un facteur exogène. Et là aussi, on a un facteur exogène qui est en train de se mettre en place, c'est celui de l'information. Hein, les Panama Papers, tout un flux d'informations qui, à mon avis, ne va pas s'y limiter normalement au clan présidentiel, mais qui va toucher aussi les autres clans qui étaient adverses, etc., et qui se met en place. Et on a un système qui est au bout, qui veut chercher une formule pour se régénérer, mais qui n'arrête pas de recevoir des coups de l'extérieur, qui sont de l'information, qui nuisent à toutes les alternatives qu'ils peuvent mettre en place. Et au passage, cette histoire de Khalil est vraiment abracadabrante. Il devrait trouver autre chose. Choqué. Ouais. Je pense. Hein. Ouais. Autre chose ou quelqu'un d'autre. Ouais, choqué. Oui, la question qu'il faut se poser, je pense, par rapport à tous ces scandales, est-ce qu'il y a plus de scandales de corruption maintenant qu'il n'y a plus de DRS, ou là simplement, c'est des anciennes histoires, à l'époque il y avait le DRS, les kharjou. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y en a plus maintenant? Il y en a plus, mais parce que d'ailleurs Beno, ça sort pas d'Algérie, hein, c'est clair. Ça c'est sorti de Milan pour Sonatrach, du Panama pour Panama Papers, et en ce moment le DRS fait fuiter quelques dossiers, notamment à Algérie patriotique. Il donne quelques informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces affaires ont eu lieu pendant que le DRS a Makal Hakim el Blad, qui avait des dossiers. Donc c'est ça le problème. Maintenant, est-ce que ça va influer sur la suite?
Je me rappelle, j'avais dit Bouchal va démissionner. Il n'a pas démissionné. J'ai perdu beaucoup d'argent, comme ça. Mais il y a une logique de groupe. C'est-à-dire, le plus grand des voleurs, ils sont obligés de le défendre. Parce qu'ils se défendent eux-mêmes en même temps, même si tout le monde sait que tout le monde se lève pour défendre chaque. Tout le monde se lève pour défendre parce que Oui. donc ça va rien changer. En fait, c'est ce que je veux juste rajouter quelque chose, c'est que effectivement, ces affaires qui sortent, non pas du DRS, mais par le Panama Papers, montrent aussi que la fonction sécuritaire au sens préserver les ressources du pays qui était assumée par le DRS était mal assumée. C'était normalement on ne devrait pas attendre qu'il y ait des informations du Panama Papers. Donc la légitimité même du régime, globalement le régime algérien est fondé sur une double légitimité, une redistribution et la deuxième c'est une légitimité sécuritaire, c'est-à-dire on assure au sens très large, on assure l'ordre, on protège le pays, etc. Et toutes ces fonctions-là, on est de plus en plus, on reçoit des informations que c'est un échec. Tout ça, c'est l'échec général. C'est l'échec du DRS. C'est ce que disait Abdousmane. D'avoir pas contrôlé la corruption et l'échec du régime qui favorise la corruption. C'est un double échec. Oui, en fait, le constat que l'on peut faire, c'est que encore une fois, le débat sur la corruption et sur les affaires, c'est un débat importé. Comme l'impact que l'on a actuellement sur les équilibres économiques. C'est-à-dire importé dans le sens où la régulation de ce débat est venue de l'extérieur, pas d'ici. Ça pour trouver une transition sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la presse. Les grands déballages qu'on a eu et qu'on a aujourd'hui sur l'implication d'un tel ou un tel dans tel ou tel dossier n'est pas venu d'ici. Ça, c'est très important. Ça change beaucoup de choses, parce que vous avez posé la question, quel impact des affaires sur le déroulement et sur le positionnement des uns et des autres. Pour l'instant, moi, je n'en vois aucun. Parce que il faut s'intéresser à l'usage politique qui en est fait aujourd'hui, de la part des politiciens de ce pays, chefs de parti ou autres. L'usage politique qui en est fait se limite à des fax et à des meetings cathartiques, sans plus. Il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui ressemblerait à de l'action construite, un discours construit pour demander des comptes. Donc, voilà. C'est ça le constat que moi, journaliste basique, je vois. Donc, de sales affaires qui sont importées et ramenées de l'extérieur via le big data de l'Internet, des révélations qui ne sont pas le produit de notre presse, malheureusement, même si... Je suis obligé de m'inscrire en faux. Nous, on a sorti une information très très forte jeudi dernier, qui est de source algérienne. Pas de l'ampleur tellurique qui intéresserait l'opinion publique comme les Panama Papers. 34,3 millions de dollars sur le compte de Omar Habour, dont Madame Khalil est détentrice du compte secondaire. D'accord. C'est pas important. D'accord. Autant pour moi, je corrige. Quel a été l'impact réel dans le débat politique de cette révélation? Xanteni a proposé, Xanteni reconnaît maintenant qu'il y a des corrompus, et il propose sur le modèle de la concorde civile, il propose une amnistie pour les corrompus. Oui, il y a une évolution dans le débat. Je peux dire une précision sur l'impact. Tu as posé une bonne question. C'est quoi l'impact que les affaires viennent d'ailleurs ou de l'intérieur? Ça a un grand impact. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en Mirolo. Non, Cheikh Ebrahim, c'est un complot extérieur. Bouchal, c'est un complot. D'ailleurs, eux-mêmes se défendent en disant c'est un complot extérieur. Parce que les affaires John Bra, si elles venaient d'ici, effectivement, ils ne pourraient pas dire c'est un complot extérieur. Donc ça change l'impact sur la population, l'opinion. Les conditions de la succession qui étaient en place jusque-là, qui garantissaient les intérêts des uns et des autres au pouvoir, du clan, appelez ça comme vous voulez, elles n'existent plus aujourd'hui. Elles ont fini par échapper complètement au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils contrôlent encore aujourd'hui dans ce dispositif? Ils contrôlent tout. Les journalistes ont cette intelligence de vivre, de se créer des fictions quand ce n'est pas le pouvoir qui leur crée des fictions. Depuis quelques semaines, on a dit que Cheikh Ebrahim on est en train de préparer Cheikh Ebrahim à la présidence de la République.
C'est une fiction qu'on a vendue aux gens. Les gens l'ont suivi. On s'attend à ce qu'il soit nommé peut-être Premier ministre. On dit que le pays a besoin de compétences. Il y a même un invité qui nous a expliqué les avantages que le pays aurait à utiliser Chakib Khalil. C'est même plus de la fiction, c'est du délire tout ça. Les enjeux sont ailleurs, les enjeux sont complètement ailleurs. C'est pour ça que je dis le pouvoir contrôle tout, parce qu'il contrôle les vrais éléments de la décision. On est en train de nous faire vivre aujourd'hui encore dans l'histoire d'une rivalité entre le clan Bouteflika et le clan Toufiq. C'est fini, Bouteflika, c'est fini, Toufiq, c'est fini. Il y a d'autres forces, d'autres gens qui sont là. Qui garantit les intérêts du pouvoir aujourd'hui, ou de cette poignée de personnes aujourd'hui? Mais ces gens-là... Qui en mesure? Qui? Est-ce que Yahya, par exemple... Haddad ou Yahya, Rabrab, Sellel, tout le monde garantit les intérêts du pouvoir. Tous ces gens-là garantissent les intérêts du pouvoir. Il y a juste une petite différence. Il y en a un qui va être premier, l'autre qui ne veut pas être deuxième. Mais sur le fond, ils sont tous d'accord. Et le débat porte sur Taliba, Chakib Khalil, etc. Il y a vraiment des seconds couteaux. Vous vous rendez compte, on nous a dit que le DRS n'existe plus. Que l'armée ne fait pas de politique. Merde alors, mais qui c'est qui gère le pays? Qui c'est qui tient ce pouvoir? De quelle légitimité peut se prévaloir M. Abdelmalek Sellel pour être chef de gouvernement? Et donc voilà, nous regardons les choses, on nous avance des théories fumeuses, selon la formule langue de bois, et on les adore. C'est quoi alors la bonne théorie? Atteindre un scénario du présidentiel. C'est qui les candidats? C'est en train de changer. Parce que peut-être qu'il faut en parler. C'est un long débat, je crois que. Alors, il y a une délibération. Il y a une délibération dans le. Il y a une délibération. Là, enfin, on a toujours dit, CPP, que le clan Bouteflika a raté une opportunité avec le 4e mandat. Il aurait pu proposer quelqu'un du Sérail, de chez eux, et laisser Bouteflika aller se reposer. Mais ils vont le faire. Ils l'ont raté. Ils ne vont pas le faire. Bouteflika ne veut. Ça, on oublie. Ça, plus personne ne pense que Bouteflika quittera le pouvoir avant de passer de vie à pas, c'est entendu ça. Il faut arrêter avec ça, définitivement. Mais où je doute, c'est clair. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Le problème, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Plus on avance dans le temps, moins ils sont capables de le faire. Parce que Sellal, ils l'ont grillé, il aurait pu être l'alternative. Pendant longtemps, on parlait de Sellal. Hein. Il y a Gaël Saleh qui a fait opposition parce que Toufiq était encore là à l'époque. Mais pendant longtemps, il était question de lui. Et aujourd'hui, ils ont Yahya. On sait très bien que Bouteflika, la famille Bouteflika, en particulier Abdelaziz, n'aime pas Yahya. Ce ne sera jamais lui le successeur du point de vue des intérêts du clan présidentiel. C'est un gros point d'interrogation. Aujourd'hui, je suis gêné quand Kavé Ehsen dit « on sait ». Le « on » me gêne. Je sais. Bien. Alors, une des personnalités politiques qui rend visite, une des personnalités politiques dont on pensait qu'elle était complètement hors du jeu, qui rend visite sans aucun protocole et qui rentre chez Bouteflika, Abdelaziz, le président, quand il est lucide, c'est Abdelaziz Belkhadem. Moi, je pense qu'en dernier instant... Moi, j'ai toujours pensé qu'Abdelaziz Belkhadem était la meilleure carte d'y aller. La meilleure carte, j'ai toujours pensé que du point de vue des intérêts du clan présidentiel, Abdelaziz Belkhadem était la meilleure carte pour assurer la continuité du bouteflikisme, du point de vue de leur intérêt. Aujourd'hui, avec la bérésina des autres impliqués dans les affaires, etc., je pense que c'est une carte qui peut ressortir à tout moment. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que si jamais Bouteflika est hors service brutalement, on est obligé d'organiser des élections on a rallongé de combien? De 2 mois, d'un mois. Donc 70 jours. Et dans les 70 jours, c'est Ali Benflis qui gagne parce que c'est Ali Benflis qui est le plus près du point de vue des élections à gagner. Le clan présidentiel n'aura pas le temps de générer quelqu'un. Gaël Saleh n'aura pas le temps de générer quelqu'un. Il faut juste rappeler je trouve qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont que M. Belkhadem a été viré comme un malpropre par le président Bouteflika. On a eu... Non. Que Yahya, il n'y a jamais eu un communiqué de la présidence qui annonce que M. Belkhadem n'a de place nulle part ailleurs. Qui manquait à un mois qu'on était à 2 doigts de la lettre du cachet. Et on le mettrait dans le temps. Donc ça me paraît un peu énorme qu'on le relance. C'est qui le candidat? Belkhadem.
non. Non, mais On a des noms. sauf il y a une situation très simple. Chacun donne un nom, Un prochain remaniement. Imaginons un prochain remaniement. Moi, je dis que c'est Madame Khalil qui va devenir présidente. Avec un prochain remaniement avec un fait mineur. Hamid Green n'est plus ministre de la communication. Il devient Le ministère de la communication abandonne les poursuites contre Rabrab. Monsieur Rabrab réintègre Sa sous-section. Et la presse va applaudir le prochain ministre de la communication et va trouver, voilà, on a gagné, on a mené la bataille, la lutte finit par payer, etc. Vincent Remos. On parlait de présidentiel. Donc là, je sais qui ne sera pas président, toi. Mais qui sera président, je ne sais pas encore. Non, mais 2019, c'est encore loin. En général, je suis d'accord avec Sherif, mais ça me gêne quand il dit Bouteflika est terminé et Toufir c'est terminé. Mais le clan de Bouteflika n'est pas terminé, le clan de Toufir n'est pas terminé. Non, il ne faut pas croire que les... Hein? Ce n'est plus le clan de Toufir. C'est le clan où était Toufir. Allons, pour dire, le clan où était Toufir. Son départ ne le fait pas disparaître. Il est là, et d'ailleurs la preuve. On est d'accord que la ligne de front, pour l'instant, dans le sérail, c'est ça. Alors, ce n'est pas autre chose. Les scénarios, on ne peut pas aller plus loin dans les scénarios à moins d'être un petit peu plus sérieux. Moi, je me suis mouillé, j'ai donné un nom. Non. Ah, ça y est, ça recommence. La ligne de fracture, pour moi, c'est pas celle-là. Toufir et Bouteflika sont dans la même équipe, étaient dans la même équipe. À un moment donné, ils ont été séparés par une question de détail. Toufir s'est posé une question sur l'utilité de Bouteflika ou pas. Bon, ça n'a pas marché. Mais Toufir et Bouteflika vont tous les deux voter pour le même candidat du Sérail pour la prochaine présidentielle. Ça ne pose aucun problème. Ce qui m'amène à dire que dans tout ça, tout ce monde-là est sur la même ligne. Les divergences entre eux sont insignifiantes. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Vous êtes quand même le clan de Bnahak. Nous, on est le clan de Zeralda. Voilà, on n'est pas obligé. On peut les appeler comme ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vais terminer. Il y a quand même une ligne. Il y a non seulement une ligne, mais il y a aussi, on les voit peut-être pas encore, mais il y a des fronts. L'avenir nous dira comment les choses vont évoluer. Je voulais terminer. Non, mais je vais te donner la parole. Je vais vous donner la parole à chacun parce que ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait et on va terminer. Farhat Aitali, je ne sais pas si vous avez lu l'analyste financier qui a fait un très beau papier sur Impact 24 chez notre ami Tarek Hafid la semaine dernière et qui explique très bien, avec des détails, avec des exemples, la situation économique. Il résume ainsi, il dit « La situation est devenue si complexe que les bricolages et les combines de prédateurs vont débouler, c'est irréversible, dit-il, sur la faillite intégrale de tout le système, pas seulement et pas uniquement économique. » Alors là-dedans, il ne sait pas s'il dit, nous, on va s'en sortir ou pas. Mais les Algériens ont quand même appris à vivre sans le pouvoir. On l'a bien vu tous les jours. On l'a dit ici même, on le constate tous les jours. Est-ce que le pire, c'est pas quand même la faillite économique ? Plus qu'une faillite de tout le système à laquelle on survivrait. Ça fait très longtemps que, globalement, même les gens qui sont à l'intérieur du pouvoir font le constat de faillite du système. Ça devient presque secondaire. Le vrai débat, est-ce qu'on peut en sortir et comment on peut en sortir? Voilà, c'est ça, mais le constat de faillite, ceux qui sont à l'intérieur, moi j'ai rencontré des ministres qui sont plus critiques que moi sur le fonctionnement du régime et sur le fonctionnement du système. Donc il y a ce constat, faire le constat de faillite, mais la réalité c'est que nous sommes une société, un pays bloqué parce que le régime a eu une seule réussite, c'est d'empêcher les Algériens de s'organiser, d'imaginer des alternatives et de faire émerger de nouvelles élites. Ça, c'est une réussite. Et
Le problème, c'est comment, c'est tout. Est-ce qu'on va résister à une faillite économique ou plus? Le pire, c'est quoi? C'est la faillite économique. La faillite politique, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ça la question. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser l'histoire de l'économie? Il y a des problèmes d'économie, mais ce n'est pas la chute brutale demain. Il y a du temps, il y a une manière de gérer. On a un État défaillant. Le pire, c'est de faire ce que... Mais la solution, pardon, je finis, vient du régime lui-même. Chakib Khalil, en conférence de presse, à l'homme, quand j'étais ministre, tout allait bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui ou les tout, il ira mieux. Donc ils ont la solution à leur propre échec. Le pire, c'est de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire se demander si le régime va tomber, ne pas tomber, etc. Dans ces rester là. Oui. Alors que les deux questions qui se posent, ça dit énoncer clairement, c'est peut-on en sortir et comment? C'est tout ce qui m'intéresse. On est d'accord quand on dit c'est la fin de règne. On est d'accord sur la fin de règne. Comment c'est pas une fin de règne. C'est fini. Ça y est. Il y a de nouvelles forces qui sont en train d'émerger, de nouvelles forces qui sont en train de prendre le pouvoir, de s'organiser pour prendre le pouvoir, d'évincer Sellal, Arbrab. Il y a un dispositif qui se met en place. Et Adi Ihsan, comme toujours, à une longueur de retard, il est en train d'analyser selon la grille de 2014. Je ne pouvais pas la rater, celle-là. Je te donne la parole après. Vas-y, Nordin. Moi, je pense que, plus que tout autre scénario spéculation, celui relatif à la question économique est fondamental et va être redoutable. Si le glissement vers le bas continue, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui vont avoir de très, très, très sérieux problèmes et ça va influer certainement sur ce qu'on est en train de parler, qui va être président, pas être président. Une question qui, selon moi, n'est pas encore à l'ordre du jour jusqu'à aujourd'hui. Juste une indication. Samedi dernier, le Premier ministre a réuni des patrons, des directeurs de banques pour discuter de la conjoncture économique. Et en des termes très peu rassurants. Voilà, une indication. Seconde indication, je ne sais pas si vous avez fait attention comme moi, l'UJTA a été mobilisé pour demander aux salariés des grandes entreprises de ce pays de souscrire, allez, je le dis, dans notre... voilà, à l'emprunt obligataire. Ça, c'est quand même un indicateur qu'il faut prendre au sérieux pour reprendre la référence à laquelle tu as fait tout à l'heure allusion, celle de l'économiste. Moi, je pense que la question économique et la capacité du pays à ne pas sombrer dans le scénario vénézuélien, par exemple, sera fondamental plus que tout autre montage ou de spéculation sur qui va venir ou ne pas venir, etc. Actuellement, à près de 50 $. Voilà. Il peut monter encore un peu. Le régime a les moyens de durer sur ça. Je vais conclure sur l'économie. Il ne faut pas oublier la capacité du régime à pratiquer une fuite en avant permanente. C'est-à-dire, il y a des indicateurs, endettement extérieur, ministère des Finances galade. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recommencer à s'endetter sur les marchés extérieurs qui n'attendent que ça. Et la dette va être payée par la génération d'après. Mais il y a en faillite économique. Si tu permets, sur cette question-là, il y a un élément fondamental qui a été oublié. Ce qui a été oublié, c'est que depuis 2000, la société a été biberonnée aux subventions, aux dépenses publiques faramineuses, et il est arrivé le moment où il n'y aura plus ces ressources-là pour pouvoir tenir la rue. C'est ça la question fondamentale. Peut-être qu'ils trouveront des scénarios d'endettement, mais ça ne sera plus, entre guillemets, je n'insulte personne, la Dolce Vita qu'on a vécu entre 2000 et 2013-2014. Je peux rappeler rapidement qu'on a eu au Café Presse ce qui est le signe de la vitalité de ce talk, Farid Alilat de Jeune Afrique, qui est venu nous expliquer que selon lui, Bouteflika ne partirait avant d'avoir à faire ses coupes, parce qu'il n'aimerait pas le faire, et que donc il préparait sa succession. Il l'a soutenu, et c'était sa conviction personnelle. Moi, je termine. Oui, bon, c'est un point de vue. Peut-être que ça va arriver. Tu sais, il nous est arrivé en un mot. Moi, je pense que ce que dit Abed, le pouvoir contrôle tout. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser que le pouvoir contrôle tout dans le contexte d'aujourd'hui.
aujourd'hui que le pouvoir contrôle tout. Il contrôle de moins en moins, comme l'a dit notre ami Nordine, en proportion inverse à la situation économique. Plus ça se délite, plus on en rentre en entropie, plus on rentre en désordre, plus les cohésions à l'intérieur des clans se délitent, et donc on est en situation de conflit ouvert à l'intérieur et entre le pouvoir et la société. À l'intérieur du pouvoir et entre le pouvoir et la société. J'ai presque pas envie de te donner la parole, Abel, si c'est pour casser ce qu'il vient de dire. Non, si ça peut te faire plaisir, alors, je dirais rien. Si le casque dit Hassan, tu coupes le micro. Vas-y. Non, le pouvoir est un peu dans la situation des États-Unis dans le monde. Ils étaient dans un monde unipolaire qu'ils contrôlaient. Aujourd'hui, ils sont obligés de lâcher du lest, mais ils contrôlent quand même l'essentiel. C'est un peu l'image du pouvoir algérien. Il a été obligé de céder sur beaucoup de choses, mais il contrôle les grands leviers, il contrôle l'argent de son atraque, c'est pour l'armée, la sécurité du pays, c'est important. Maintenant, moi, à mon avis, ce qui est fondamental, le pas que je suis en train de franchir aujourd'hui, ces derniers temps, c'est d'admettre que les choses se font sans le président Bouteflika. Il n'est plus maître du jeu. Ça se fait ailleurs, ça se passe ailleurs. Et nous, on continue à analyser, à regarder les choses avec une grille d'avant qui fausse complètement le regard. Il faudrait qu'on s'adapte pour au moins regarder là où ça se passe. Le régime, sans Bouteflika, difficile de faire taire. Mais ça donne une vraie crise d'hégémonie à l'intérieur du système où plus personne n'impose un cap. Parce qu'en général, le fonctionnement, c'est un groupe ou un clan qui impose aux autres, voilà votre part. Là, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui impose un cap. J'invite à lire mon article d'aujourd'hui dans le quotidien d'Oran. Je fais une longue analyse sur ça, voilà. sur cet aspect. D'autres veulent se vendre pour terminer? À lire le quotidien d'Oran. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À jeudi prochain. Très bonne semaine.